La France, d'un côté, on a l'image d'une grande puissance, l'arme nucléaire, une place de choix à l'ONU, une influence culturelle mondiale. Et de l'autre, eh bien, une nation qui doute, qui fait face à des géants économiques et à ses propres divisions. C'est ce grand écart, ces paradoxes qui font la France d'aujourd'hui qu'on va essayer de décortiquer. Alors voilà, la grande question, c'est ça. La France, est-ce que c'est toujours une puissance mondiale qui pèse ou est-ce que c'est une nation qui se cherche un peu, qui doute de son propre modèle? Toute notre analyse va tourner autour de cette tension, cette sorte de tiraillement permanent entre le poids de l'histoire, d'un héritage de grande puissance, et puis les défis bien réels d'aujourd'hui. Ok, pour bien comprendre ce dilemme, on faut revenir à la base. C'est quoi concrètement les fondations de la puissance française? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la France a son mot à dire dans le monde? En fait, la puissance française, elle joue sur plusieurs tableaux. D'abord, ce qu'on appelle le hard power, la puissance brute si on veut. On a la dissuasion nucléaire, une armée qui compte et un des plus grands réseaux d'ambassades au monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le soft power, la puissance d'influence. Et là, on parle de son économie, bien sûr, mais aussi du rayonnement de la langue française et, en point super important, sa présence sur tous les océans grâce au territoire d'outre-mer. Ça lui donne la deuxième plus grande zone maritime du monde. C'est un atout géostratégique absolument énorme. Et au milieu de tout ça, il y a un truc qui rend la France vraiment unique, surtout depuis le Brexit. C'est le seul, je dis bien le seul, pays de l'Union européenne à avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'elle a un droit de veto. Sa voix, à elle seule, peut bloquer les plus grandes décisions mondiales sur la guerre et la paix. C'est un levier d'influence diplomatique juste colossal. Parlons un peu plus de ce fameux soft power. Un de ses meilleurs exemples, c'est la francophonie. Attention, il ne faut pas voir ça juste comme un club de gens qui parlent français. C'est beaucoup plus que ça. C'est un véritable réseau. Un réseau d'influence, culturel bien sûr, mais aussi diplomatique et même économique. C'est un outil formidable pour la France, qui lui permet de garder un dialogue privilégié avec des tas de pays, et ce, sur tous les continents. Bon, on a vu les atouts propres à la France, mais attention, on ne peut pas comprendre sa puissance aujourd'hui si on l'isole. Son destin est complètement lié à un projet beaucoup plus grand, l'Europe. Et pour la France, il faut voir l'Union européenne non pas comme un fardeau, mais au contraire comme un multiplicateur de puissance. Allez, on regarde ça de plus près. L'histoire de l'Europe au début, elle est très pragmatique. L'idée de départ en 1951 avec la CCA, c'était simple, mettre en commun le charbon et l'acier entre la France et l'Allemagne pour rendre une nouvelle guerre matériellement impossible. C'était ça le but. Et puis, de fil en aiguille, étape par étape, ce qui était un projet économique est devenu bien plus, une véritable union politique, avec une citoyenneté partagée et bien sûr une monnaie unique, l'euro. Et le cœur du réacteur de cette Europe, c'est le marché unique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un espace gigantesque, sans frontières intérieures, où tout circule librement. Les marchandises, les gens, les services, les capitaux. Pour une entreprise française, ça veut dire un marché de plus de 400 millions de consommateurs sans barrière. C'est un avantage, mais vraiment énorme. Alors, la construction européenne, elle a toujours avancé sur deux jambes, en quelque sorte. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'approfondissement. L'idée, c'est de resserrer les liens entre ceux qui sont déjà membres. L'exemple parfait, c'est l'euro. Et de l'autre côté, il y a l'élargissement, c'est-à-dire accueillir de nouveaux pays. On est passé de 6 pays au tout début à 27 aujourd'hui. Et trouver le bon équilibre entre ces deux mouvements, c'est un défi de tous les instants. Ok, donc on a une France puissante, une France qui pèse en Europe et dans le monde, mais si on regarde à l'intérieur de ses frontières, l'image est bien plus nuancée. On découvre une France fracturée, un territoire qui avance à plusieurs vitesses, et ça, c'est l'autre facette du paradoxe français. Le mot-clé pour comprendre ça, c'est la métropolisation. En gros, c'est un phénomène de concentration massive. La population, les richesses, les emplois les plus qualifiés, les lieux de pouvoir, tout se concentre de plus en plus dans les très grandes villes. Et évidemment, en tête de liste, on a Paris et sa région qui jouent carrément dans la cour des grandes métropoles mondiales. Et ça dessine une carte de France à deux visages, vraiment. D'un côté, il y a la France qui gagne, la France dynamique, celle qui est branchée sur la mondialisation, Paris, les autres grandes métropoles, les côtes, les frontières actives. Et de l'autre côté, il y a une France qui a parfois le sentiment d'être laissée pour compte. On pense aux vieilles régions industrielles qui galèrent à se réinventer, et puis à tous ces territoires ruraux un peu isolés. Cette fracture, elle porte même un nom assez parlant, la diagonale du vide. L'image est forte, hein. Ça désigne cette grande bande qui traverse la France, où la densité de population est faible, où les services publics se font plus rares. Et là, on touche à un des plus grands défis pour la France d'aujourd'hui, un défi à la fois politique et social. Comment on fait pour reconnecter ces territoires, pour éviter ce sentiment d'abandon? Et ces divisions internes, elles ne sortent pas de nulle part.
Elles sont encore plus fortes parce que, évidemment, la France et l'Europe ne vivent pas coupées du monde. Elles sont en plein dans la mondialisation. Et ça amène des pressions énormes, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Un thermomètre assez fiable pour mesurer ces difficultés, c'est la balance commerciale. Alors oui, les chiffres peuvent varier d'une année sur l'autre, mais la tendance de fond, sur le long terme, elle est là. La France est structurellement en déficit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on importe plus de choses qu'on en exporte. Et ça, c'est le signe d'un vrai défi de compétitivité. Un autre défi, et il est énorme, c'est politique cette fois, c'est la montée de ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Ce doute, cette critique de plus en plus forte envers l'Europe. Pourquoi? Quand on voit la difficulté de prendre des décisions à 27, quand on subit les conséquences des crises économiques, forcément ça nourrit une méfiance, un sentiment que l'Europe est lointaine. Et ce sentiment, on ne le trouve pas qu'en France, loin de là. Donc si on résume, les défis sont vraiment sur tous les fronts. Il y a d'abord la compétition économique mondiale qui est féroce. Ensuite, il y a le défi de rester unis et efficaces à 27 au sein de l'Europe. À l'intérieur de la France, il faut absolument réduire ces inégalités entre les territoires. Et enfin, il y a ce grand paradoxe européen, être un géant économique, mais rester un peu un nain politique et militaire sur la scène mondiale. Et tout ça nous ramène finalement à la devise même de l'Union européenne, unie dans la diversité. C'est une belle formule, mais la question est là, entière. Comment on fait concrètement? Comment rester unis et forts pour peser dans le monde, tout en acceptant qu'on a des intérêts différents? Comment fait-on pour réparer les fractures à l'intérieur, sans pour autant se refermer sur soi-même? C'est sans doute dans la réponse à ces questions que se joue tout l'avenir de la France et de l'Europe.